Merci, Martin. Alors, bon après-midi, mesdames, messieurs. Merci beaucoup d'être là. On est conscient qu'il est 5 heures. On va essayer de s'en tenir à notre temps pour vous laisser aller ensuite au cocktail, où on pourra se retrouver. On va vous parler de responsabilité professionnelle, donc autant sous l'angle civil et pénal. On est tous les deux des avocats de litige. On n'insistera pas sur le volet disciplinaire, ça a déjà été couvert, mais on va vous parler de ce qui peut arriver quand ces questions-là vont devant les tribunaux. Et on a fait un choix éditorial de vous parler de 2 décisions. Il y en a une dont on vient de parler. On va vous en reparler, mais sous une perspective un petit peu différente, l'affaire KPMG, décision de la Cour supérieure de mars 2024. Et on va vous parler aussi d'une cause en pénal, l'affaire Courteau, un petit peu plus tôt, au mois de janvier 2024. Et vous allez voir le contraste entre les 2 décisions. Rappelez-vous d'une chose, c'est que quand vous êtes en litige, vous allez devant des forums, devant des cours qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Des appels de cotisation, ça va à la Cour du Québec d'un côté, à la Cour canadienne de l'impôt, ça peut aller en appel. Mais quand vous êtes en responsabilité professionnelle, le plus souvent, vous allez vous ramasser en Cour supérieure. Et si vous êtes au pénal, vous allez vous ramasser en Cour du Québec. Donc, les forums ne sont pas les mêmes, les juges ne sont pas les mêmes, les fardeaux de preuve ne sont pas les mêmes. Alors, rappelez-vous, vous êtes en responsabilité civile. Le fardeau de preuve, c'est prépondérance de preuve selon la balance des probabilités. Vous êtes en pénal, c'est la preuve hors de tout doute raisonnable. C'est un fardeau qui est beaucoup plus exigeant et qui est imposé à la poursuite. Et ça peut donner des résultats tout à fait différents, comme vous allez voir. Alors, on va avancer un petit peu. On a mis les différentes sources de responsabilité professionnelle. Il peut y avoir le contrat de service. Généralement, c'est un contrat de mandat au niveau des avocats, au niveau des CPA, mais vous pouvez aussi avoir des cas de responsabilité extra-contractuelle. On en a parlé un petit peu dans la conférence avant nous, quand on signe des états financiers, quand on signe des opinions juridiques. Il peut y avoir des tiers qui vont se fier sur ces documents-là. Vous pouvez, même si vous n'avez pas une relation contractuelle avec eux, même si ce ne sont pas vos clients directement, engager votre responsabilité extra-contractuelle. Il y a d'autres sources de responsabilité. On vous les a mises ici, la loi sur le barreau, la loi sur les CPA, la loi sur le notariat, mais surtout vos codes de déontologie respectifs qui peuvent engager votre responsabilité. Je vais céder l'antenne à mon collègue Bruno qui va vous parler des différents types d'obligations avant d'aborder l'affaire KPMG. Merci, M. Barrette. Alors, un fiscaliste, que ce soit un avocat, comptable, notaire, va avoir plusieurs obligations envers son client. Et l'une de ces obligations est une obligation d'information et de conseil. Et un fiscaliste a une obligation de moyens. On le sait tous, la fiscalité n'est pas une science exacte. Alors, envers son client, il va avoir une obligation de moyens. Parfois, ça peut être une obligation de résultat. Si on parle, par exemple, de délai de rigueur pour contester un avis de cotisation, le fiscaliste va être tenu à une obligation de résultat à cet égard. Mais dans la majorité des cas, un fiscaliste va être tenu à une obligation de moyens. Et en ce qui concerne l'étendue maintenant de l'obligation de conseil envers nos clients, elle n'est pas toujours limitée à l'objet même du mandat qu'on conclut avec le client. Alors, on va avoir un bel exemple de comment elle peut être plus large que l'objet même du mandat dans la décision KPMG. On va y revenir. Alors, les éléments constitutifs de la responsabilité professionnelle d'un fiscaliste, mais ça inclut 3 éléments constitutifs: la faute, un lien causal et un préjudice. C'est la même chose pour les autres types de recours civils, c'est la même chose pour la responsabilité professionnelle d'un fiscaliste. Et la faute professionnelle, qu'est-ce que ça implique? Mais le client va devoir prouver
que le fiscaliste ne s'est pas comporté comme l'aurait fait un fiscaliste prudent et diligent et qu'il s'est écarté des règles de l'art, incluant toutes les normes comptables qu'on connaît. Et donc, c'est vraiment une faute simple que le client va devoir prouver et non pas une faute lourde ou une négligence grossière de la part du fiscaliste. Si vous faites une recherche là-dessus, vous allez noter que les décisions, les anciennes décisions sur la responsabilité professionnelle des fiscalistes requéraient une faute lourde, la preuve d'une faute lourde, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Ensuite, au niveau du lien causal, mais c'est pas suffisant de prouver simplement une faute de la part du fiscaliste, il faut prouver le lien causal. Et j'ai un bel exemple pour vous illustrer en quoi consisterait un lien causal. Par exemple, vous avez un délai de rigueur à respecter pour contester un avis de cotisation. On ne respecte pas le délai. Donc, techniquement, c'est une faute de la part du fiscaliste. Maintenant, est-ce qu'il y a présence du lien causal? Mais il faut se poser la question, est-ce que le client aurait eu des chances pour démolir la cotisation, tant au niveau de son avis d'opposition, de son avis d'appel à la Cour du Québec ou la Cour canadienne de l'impôt? S'il avait des chances raisonnables de contester la cotisation, mais dans ce cas-là, il y aura lien causal et le fiscaliste pourrait être tenu responsable de sa faute dans ces circonstances. Donc, pour le restant de la présentation, on va vraiment s'attarder sur cette obligation de conseil qu'un fiscaliste a envers son client. Sachez que les comptables, tout comme les avocats ou notaires, ont cette même obligation-là envers leurs clients. Et ce que ça implique que le client doit être tenu informé des conséquences de ses choix, des alternatives qui s'offrent à lui et des dispositions législatives qui peuvent s'appliquer. Et dans un contexte d'achat ou de vente d'entreprise, on va le voir maintenant avec la décision KPMG, mais le client doit être mis au courant des problèmes potentiels de son entreprise ou de celle qu'il désire acquérir. Alors maintenant, la décision KPMG, comme vous le savez, on l'a vu dans la présentation précédente, il s'agit d'une décision en responsabilité professionnelle à l'encontre de comptables fiscalistes et elle porte spécifiquement sur l'étendue de l'obligation d'information et de conseil. Donc, en termes de contexte, en 2004, on a M. Louis Pilon, qui est entrepreneur et qui démarre une entreprise de distribution de produits pharmaceutiques. Il distribue des produits pharmaceutiques de la société Genpharm au Québec. À l'époque, il était conseillé à l'un de ses avocats de se constituer une fiducie qui allait détenir les actions de cette société, puisqu'en matière pharmaceutique, c'est un domaine où les poursuites judiciaires sont assez risquées. Et donc, pour se protéger ses actifs, les actions de la société qu'il a constituée, la société Genium, les actions étaient détenues par une fiducie familiale, la fiducie familiale Louis Pilon. Et la société Genium a été très profitable. Durant l'année 2005, cette société a versé 2 millions de dollars de dividendes en surplus à son actionnaire, la fiducie familiale. Et avec ces surplus, M. Pilon voulait les investir dans des sociétés de fabrication de médicaments. Et donc, il s'agissait des sociétés qui voulaient acquérir Jamp Pharma Inc. et Nutrilife Inc. Alors, avec ce souhait d'acquérir ces sociétés en fabrication de médicaments, il consulte ses conseillers fiscaux pour concevoir une réorganisation qui lui permettrait d'acquérir ces sociétés, tout en assurant, par contre, la protection de ses actifs. Il voulait vraiment séparer ses actifs ses activités, de fabrication de médicaments et de distribution de médicaments. Donc, la nouvelle structure qu'il voulait mettre en place pour les activités de fabrication de médicaments, il voulait qu'il soit détenu par une nouvelle fiducie et complètement séparé de la société Genium. Et donc, ce qui a été clair dans ce dossier, c'est que l'objectif principal de M. Pilon a toujours été la protection d'actifs et non pas la planification fiscale. Au niveau de... Sachez qu'avant même que M. Pilon visite ses conseillers fiscaux pour cette planification, les conseillers fiscaux, le comité interne des conseillers fiscaux en l'espèce, se sont prononcés sur une planification fiscale qui avait été proposée par l'un de ses associés.
et qui essentiellement mettait en œuvre l'application de la règle d'attribution prévue au paragraphe 75.2 de la loi de l'impôt sur le revenu. Et avec cette règle d'attribution, on utilisait aussi la déduction prévue à 112.1 de la loi de l'impôt sur le revenu pour faire en sorte que des dividendes imposables puissent être versés sans impôt. On a ici les étapes de la planification fiscale. On a un monsieur X qui détient toutes les actions du capital action d'une OPCO. L'OPCO constitue une fiducie avec un montant de 100 $ provenant de ses propres surplus. La fiducie est une fiducie discrétionnaire dont les bénéficiaires sont OPCO et monsieur X. La fiducie utilise le 100 $ pour souscrire à des actions du capital d'action d'OPCO. Et il est prévu que les dividendes soient versés sur les actions d'OPCO détenues par la fiducie. Et donc, comme j'ai mentionné tantôt, étant donné qu'OPCO a apporté des biens à la fiducie et que ces biens peuvent lui revenir puisqu'elle est bénéficiaire, le paragraphe 75.2 de la loi de l'impôt sur le revenu pouvait s'appliquer, la règle d'attribution. Et l'effet de ça, c'était que lorsque l'OPCO allait verser des dividendes à la fiducie, ces dividendes étaient réputés être des revenus d'OPCO. Et donc, elle pouvait réclamer, en vertu de 82.2 de la loi de l'impôt sur le revenu et 112.1, une déduction correspondante. Et donc, l'effet net de tout ça, c'est qu'il n'y a pas eu d'impôt tant au niveau de la société qu'au niveau de la fiducie. Et l'avantage extra, c'est qu'au niveau de la fiducie, les montants reçus étaient capitalisés dans la fiducie. Donc, ils pouvaient être distribués à ses bénéficiaires sans impôt. Le comité de la règle générale anti-évitement interne des conseillers financiers se sont positionnés sur cette planification pour dire qu'il y a un risque quand même d'application de la règle générale anti-évitement, mais que ce risque-là pouvait être amoindri dans des situations où il y avait des objets commerciaux véritables. Donc, par exemple, la protection d'actifs. Alors, on revient en avant maintenant, en novembre 2005, M. Pilon consulte ses conseillers fiscaux. On prévoit une réorganisation qui lui permettrait, en fait, de mettre en place une planification fiscale semblable à celle qu'on vient d'avoir. Et on se fonde, en fait, les conseillers fiscaux se sont fondés sur, ont préparé une planification fiscale et se sont fondés sur la note du comité de règle générale anti-évitement interne des conseillers fiscaux pour proposer une planification fiscale à M. Pilon. Donc, en gros, la planification fiscale a permis d'éviter, en fait, le paiement d'impôts sur des dividendes totalisant à peu près 6,2 millions de dollars qui ont été versés par la Société de distribution de médicaments Genium à une nouvelle fiducie, qui allait être constituée, la fiducie financière Satoma. Maintenant, lorsque les conseillers fiscaux ont présenté cette planification à M. Pilon, M. Pilon avait quand même des questions qu'il voulait poser. Il voulait obtenir des explications, puisqu'il trouvait quand même extrêmement avantageux sur le plan fiscal la planification proposée. Et durant une rencontre entre eux, l'impact de la règle générale anti-évitement avait été discuté, selon M. Pilon, de façon très sommaire, mais il y aurait eu une discussion à ce sujet. Et donc, suite à cette discussion, M. Pilon avait donné le OK pour procéder avec la planification fiscale et il signe une lettre de mandat avec ses conseillers fiscaux pour procéder à la planification. En décembre 2005, les conseillers fiscaux ont présenté à M. Pilon les étapes de la planification fiscale et il y avait dans cette lettre une section qui parlait spécifiquement de la règle générale anti-évitement. Et M. Pilon était l'un des premiers clients, d'ailleurs, à obtenir ou à mettre en œuvre cette planification fiscale. Je vous ai mis ici au diapositive des extraits de la note, en fait, note de service des conseillers fiscaux de M. Pilon, qui porte spécifiquement sur la règle générale anti-évitement. Et comme on peut voir ici au premier paragraphe, ils n'ont pas procédé à une analyse portant sur l'application de la règle générale anti-évitement, puisque l'objet véritable et principal des opérations était
commercial. C'était vraiment de protéger les actifs. Donc, ils n'ont pas été plus loin dans leur analyse. Et il y a un paragraphe ensuite, juste en dessous, qui parlait, par contre, qu'il y a toujours un risque que la RC puisse contester les opérations et appliquer la règle générale anti-évitement pour supprimer l'avantage fiscal qui en découlait. Alors, pour ceux et celles qui sont visuels, on a une structure initiale de la planification fiscale. On voit que M. Pilon et la fiducie familiale détenaient la demanderesse à la Société de distribution de médicaments. Et les bénéficiaires de la fiducie étaient M. Pilon et une société de gestion qui était déjà incorporée. Ensuite, la structure finale, après la planification, on voit que M. Pilon, maintenant, il y avait toute une structure avec une nouvelle fiducie, la fiducie financière Satoma, société de gestion, une nouvelle société de gestion qui était bénéficiaire de cette fiducie, ainsi que des sociétés qui ont servi à acquérir les sociétés de fabrication de médicaments. Alors, vous avez ici le résumé des transactions. Je ne vais pas passer à travers chacune des transactions parce qu'ils sont semblables à celles qu'on a vues, qui ont été commentées dans la note de service interne de KPM, des conseillers fiscaux de M. Pilon. Mais sachez qu'on a mis en œuvre une planification pour tirer avantage de l'application combinée de la règle d'attribution en 75, paragraphe 2, et de 112.1 de la loi de l'impôt sur le revenu. Et l'effet net des transactions, c'était que des dividendes pouvaient être versés de la société Génium à la fiducie financière Satoma sans impôt et que ces montants-là ont pu être utilisés pour acquérir les sociétés de fabrication de médicaments. Suite à la mise en œuvre de cette planification, la fiducie financière Satoma a été cotisée par la RC et M. Pilon a fait appel de ces cotisations tant à la Cour canadienne de l'impôt qu'à la Cour d'appel fédérale. À la Cour canadienne de l'impôt, il n'y a pas eu raison. La Cour a confirmé le bien fondé des cotisations. Et à la Cour d'appel fédérale, on a confirmé le bien fondé de la décision de la Cour canadienne de l'impôt. M. Pilon a aussi tenté d'obtenir une rectification des dividendes qui avaient été versés de la société de distribution à la fiducie familiale, mais ça n'a pas non plus fonctionné. Donc, le seul recours qui lui restait, c'était le recours en responsabilité professionnelle qu'il a intenté à l'égard de ses conseillers fiscaux. Maintenant, je vais céder la parole à M. Barrette pour discuter du sommaire de la décision rendue. Alors, vous avez vu que les faits commencent en 2005. On est rendu en 2024 avant d'avoir un jugement sur ce recours en responsabilité. Pourquoi? Ben, parce qu'évidemment, M. Pilon avait l'obligation de minimiser ses dommages avant de prendre quelque action que ce soit. Il devait épuiser ses recours à la Cour canadienne de l'impôt et à la Cour d'appel. Et ça va être Mme la juge en chef adjointe Lamarre qui va rejeter son appel à la Cour canadienne et le juge en chef Noël à la Cour d'appel. Alors, une fois que le dossier ne peut plus aller plus loin au niveau contestation, bien, il reste le recours en responsabilité. Et c'est ça qu'on voit maintenant en 2024, 19 ans après le début de cette saga-là. Qu'est-ce que la Cour supérieure va nous dire? Bien, souvenez-vous de ce que je vous disais tantôt, ce n'est pas une Cour qui juge du mérite de cotisation fiscale. Elle va regarder la question de responsabilité. Est-ce qu'on s'est comporté conformément aux normes? Est-ce qu'il y a une faute? Si oui, quelle est-elle? Et ce qui va frapper l'attention de la Cour, c'est le devoir de conseil. Le devoir de conseil va être interprété de façon large, de façon continue. C'est-à-dire qu'il n'existe pas seulement en 2005, il se poursuit par la suite et il doit tenir compte de l'évolution de la RGAE. Et le problème que la Cour va relever, c'est l'absence d'analyse spécifique des faits de M. Pilon. On ne peut pas juste, selon la Cour, se fonder sur une opinion interne d'application de la RGAE à une structure à laquelle on a pensé et qu'on est en train de proposer à des clients, dont M. Pilon, mais il faut examiner attentivement les faits de chacun.
Et la Cour va juger évidemment que ça n'a pas été fait dans ce cas-ci. Il va accorder des dommages de plus de 3 900 000 en fait. Plus les intérêts au taux légal. Vous savez que c'est le taux du ministère du Revenu du Québec, donc ça peut monter rapidement. Excusez-moi, plus l'indemnité additionnelle, qui est celle de l'intérêt au taux légal étant le 5 %. Bon, il y a appel à la Cour d'appel du Québec, mais il reste que c'est une décision qui a, je ne dirais pas choqué, mais certainement retenu l'attention de la communauté. On va regarder maintenant point par point les différents éléments, en commençant par la raisonnabilité. Bruno, est-ce que tu veux nous en parler? Oui. Alors, au niveau de la raisonnabilité, sachez ici que les conseillers fiscaux en défense invoquaient que pour déterminer s'il y a une faute en l'espèce, il faut se placer en 2005, lorsque les conseils ont été rendus, et avec le cadre d'analyse qu'on connaissait à l'époque, en 2005, de la règle générale anti-évitement, si le conseil qui a été donné au client était raisonnable. Sachez ici qu'on se positionne vraiment avant Hypothèque Trustco. Alors, les balises en termes de l'application de la règle générale anti-évitement étaient très minimes à ce moment-là. Et encore une fois, comme vous le mentionnez, M. Barrette, ce n'est pas un dossier de contestation fiscale. Alors ici, la Cour a rejeté cet argument-là qu'il fallait regarder la raisonnabilité du conseil, mais plutôt décidé qu'il fallait regarder si la défenderesse avait satisfait à son devoir de conseil. Et donc, même si la défenderesse était d'avis qu'il n'y avait pas une opération d'évitement et que la règle générale anti-évitement ne s'appliquait pas, elle devait quand même en discuter avec M. Pilon des conséquences d'une éventuelle application de cette règle générale par l'ARC et quels seraient les effets si jamais ils ont mal évalué la stratégie. Ensuite, M. Barrette, est-ce que vous pouvez nous parler, en fait, de l'évaluation du risque et comment la Cour l'interprète? Évidemment, c'est lié à l'application de la RGAE. Alors, on sait tous que s'il y a bien un domaine qui est incertain, c'est celui-là. Et devant la Cour, quelqu'un va même le qualifier de Far West juridique. C'est peut-être un bon terme imagé, mais ça décrit une réalité fort simple. C'est qu'il y a des décisions qui sont émises constamment par les tribunaux au niveau de la RGAE. On est rendu à plus qu'une centaine maintenant. C'est un domaine qui est en évolution constante. Et le corollaire de ça, c'est que comme le devoir de conseil est continu, s'il y a une évolution qui peut être défavorable, disons, à la planification qui a été recommandée au client et mise en œuvre, il doit en être avisé, il doit pouvoir évaluer son risque. Est-ce qu'il veut faire quelque chose pour modifier ce qui a été fait? Est-ce qu'il veut peut-être défaire la structure qui a été mise en place? Est-ce qu'il veut essayer de rectifier la transaction qui a été effectuée? Ce sont tous des éléments qui peuvent être discutés en cours de route au fur et à mesure qu'évolue la jurisprudence et les interprétations sur la RGAE. C'est un élément que la Cour va souligner. Peut-être, Bruno, tu peux nous parler de la structure initiale qui avait été mise en place et pourquoi elle avait été mise en place. Oui, alors la Cour note que la structure initiale de M. Pilon, qui incluait déjà une fiducie familiale, permettait à M. Pilon d'assurer déjà une certaine protection d'actifs. C'était ça son souhait lorsqu'il a été voir ses conseillers fiscaux, c'est d'assurer une protection d'actifs. Et la Cour note qu'ici, cette structure initiale répondait déjà à ses besoins. Il pouvait déjà s'en servir pour protéger ses actifs si jamais il voulait acquérir les sociétés de fabrication de médicaments. Il n'y avait pas non plus de problème d'impôt, puisque, vous vous souvenez, la fiducie avait reçu 2 millions de dollars de dividendes de la société opérante Génium. Il y avait déjà un bénéficiaire coopératif qui pouvait les recevoir en distribution. On pouvait distribuer les dividendes à la société coopérative, qui en était déjà bénéficiaire. Alors, il n'y avait pas de problème d'impôt imminent. Et la Cour note qu'ici, sachant qu'on n'avait pas de problème d'impôt imminent, on n'avait pas de problème au niveau de la protection d'actifs, qu'un tiers comme l'ARC qui allait voir les opérations qui ont eu lieu par la suite pour faire la planification fiscale, mais c'est sûr qu'il allait se questionner
quant à savoir l'objectif véritable derrière tout ça. Et la Cour note ici que pour satisfaire au devoir de compétence en l'espèce, il aurait fallu considérer aussi si la fiducie familiale assurait une certaine protection d'actifs aux clients déjà. Si elle n'assurait pas, une analyse devrait être faite pour savoir si une nouvelle fiducie était vraiment nécessaire dans les circonstances. Puis ça n'a pas été fait et on vient interpréter le devoir de conseil comme devant avoir inclus ce volet-là des conseils. Au niveau de l'interprétation du devoir de conseil, on vous l'a mentionné, ça a été interprété de façon large, mais pourquoi? Vous avez vu la lettre de mandat, tantôt, des extraits de la lettre de mandat. On pouvait penser que, c'était clair, le client, quand il voyait la lettre de mandat, il savait qu'on n'allait pas nécessairement faire une analyse détaillée. La Cour est d'avis que ça ne relève pas la défendresse de son obligation d'en faire une. Pourquoi? À cause de son devoir de conseil. Elle doit conseiller son client adéquatement. Et conseiller, ça implique expliquer quels sont les risques. Si on veut pouvoir expliquer quels sont les risques de la RGAE, de l'application de la RGAE, ça va prendre une analyse détaillée des faits, parce que la RGAE, c'est très factuel. Alors, la Cour va être d'avis que, malheureusement, ça aurait dû être fait et ça n'a pas été fait pour bien conseiller le client. Dans l'intérêt du temps, je vais t'inviter à nous parler de l'évolution du conseil, du devoir de conseil dans le temps, mais rapidement, parce que le temps file. Oui, vous avez déjà en glissé un mot. Ici, il y a eu des développements après la mise en place de la structure Hypothèque Trustco de la Cour suprême est sortie. Il y a eu aussi une lettre d'interprétation de l'ARC qui a parlé de l'application de la règle générale anticipement dans un cas semblable à celui mis en place par M. Pilon. Alors, l'obligation de conseil envers le client aurait requis que les fiscalistes consultent ou au moins en parlent avec M. Pilon au sujet des développements au niveau de la règle générale anticipement. Si vous permettez, on va passer à la responsabilité professionnelle du côté pénal. Je vais le faire de façon brève parce qu'il nous reste 1 minute, en fait. Alors, l'affaire Courteau, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a toujours la question de la complicité possible du fiscaliste dans une déclaration fausse ou trompeuse de son client ou dans une tentative de son client d'éluder le paiement de l'impôt. Ça peut être en accomplissant une chose ou en omettant d'accomplir quelque chose en vue d'aider son client. Et bon, ça nous amène à l'application potentielle de l'article 68.0.1 de la loi sur l'administration fiscale qui vise ce genre de cas-là. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut être poursuivi comme fiscaliste si on a fait quelque chose comme ça? Alors, la réponse est oui, on peut être poursuivi au pénal. Pourquoi? Parce que dans le cas, par exemple, d'éluder l'impôt, c'est pas nécessairement son impôt à soi-même qu'on a éludé. On peut aider un tiers à éluder son impôt et ça peut être visé à 68.0.1. Par contre, c'est une infraction qualifiée d'infraction de mens rea. Mens rea, c'est l'intention coupable. Alors, il faut démontrer que le défendeur a eu l'intention d'aider son client à éluder le paiement de l'impôt. L'intention du conseiller, mais la connaissance du fait que le client avait l'intention d'éluder le paiement de son impôt. Comme je vous le disais tantôt, c'est un fardeau qui est quand même lourd pour la poursuite. Puis c'est ce que vient illustrer l'affaire Courteau. C'est une poursuite contre un avocat fiscaliste en vertu de 68.0.1 pour avoir aidé 2 de ses clients, les Vio, à éluder l'observation d'une loi fiscale et en faisant des déclarations fausses et trompeuses dans leur déclaration de revenus. Il y a une transaction qui est une vente de liste de clients entre des sociétés canadiennes puis une société anonyme constituée au Panama, contrôlée par les Vio. L'argent va passer par un compte bancaire au Luxembourg, dont les Vio étaient en
définitive, les bénéficiaires, ils ne vont jamais déclarer ces revenus-là. Le défendeur, lui, comme avocat, il a été embauché par les VIO pour négocier cette vente-là et cet achat de liste de clients, mais il ne va pas se mêler de la transaction au niveau du compte bancaire. C'est pas lui qui va constituer le compte bancaire, c'est pas lui qui va donner les instructions pour le virement des fonds. Et même si la preuve devant la Cour va démontrer hors de tout doute que les VIO ont éludé le paiement de leurs impôts, dans le cas du défendeur, ce ne sera pas le cas. Et la Cour va souligner que la poursuite, elle avait un fardeau de démontrer que le défendeur avait accompli quelque chose dans l'intention d'aider les VIO à commettre une infraction. Alors, qu'est-ce que la poursuite va dire? Bien, parce que c'est difficile de démontrer ça, ils vont dire le défendeur a fait preuve d'aveuglement volontaire. C'est-à-dire, il était au courant de la constitution d'une société au Panama, il était quand même au courant qu'il y avait un compte de banque au Luxembourg. Il aurait dû se douter ou il aurait dû savoir que c'est ce que les défendeurs, les deux frères VIO, voulaient faire. Mais justement, comme cet avocat n'est pas impliqué dans ce compte de banque-là, la Cour va dire, oui, mais il y a un élément là, sur lequel il existe un doute. Vous ne m'avez pas démontré, hors de tout doute raisonnable, que l'avocat a choisi de se fermer les yeux. L'avocat, en fait, va donner une opinion à l'effet que les transactions sont légitimes. Donc, il va se renseigner. Mais il n'a jamais été démontré qu'il était au courant de l'intention réelle des VIO de ne pas payer les impôts. Donc, la Cour va acquitter le défendeur. Et quand je vous parlais tantôt du contraste qu'il y a entre une poursuite civile d'un côté et une poursuite au pénal, je pense que le contraste des deux décisions illustre bien ça. Je vais m'arrêter ici en vous disant que dans les acétates qui suivent, il y a quand même quelques observations, disons, que vous voudrez peut-être lire sur l'application potentielle des infractions pénales aux divulgations obligatoires qu'on doit faire et au Québec et au fédéral. Dans certains cas, ce serait peut-être envisageable. Rappelez-vous cependant que si c'est une infraction d'avoir éludé le paiement des impôts, normalement, ces divulgations-là devraient avoir pour effet probable d'augmenter le paiement des impôts et non pas d'éluder. La question qui se pose, c'est si la divulgation est incomplète. S'il y a une omission qui peut faire en sorte que, oui, on divulgue des choses qui vont faire en sorte que le client va devoir payer plus d'impôts, mais peut-être pas autant que si on avait divulgué l'ensemble de ce qui a eu lieu. Et donc, c'est peut-être dans ces cas-là qu'on pourrait avoir des cas d'application. Rappelez-vous cependant que c'est un fardeau qui est très élevé pour la poursuite, difficile à rencontrer. Donc, ça rend ces cas-là quand même improbables. Est-ce que le risque est de zéro? Je veux dire, au niveau de la gestion de vos risques, assurez-vous que vos divulgations sont complètes. Alors, je vous laisse avec ça, en vous remerciant de votre attention, de votre temps, d'avoir été avec nous jusqu'à cette heure avancée. Les journées sont longues. Merci beaucoup à vous tous et on vous voit tout à l'heure au cocktail et au banquet. Merci. Merci.